sommes de retour dans cette édition du 26 août 2022 du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr et il est désormais temps de recevoir, d'accueillir sur notre plateau Laurent Vitose. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous appeler Laurent. Bonjour Monsieur Vitose. Non, mais j'en prie. Vous êtes directeur général de Val France. Val France, c'est une coopérative agricole dans le nord de la France. Est-ce que, rapidement, en début d'interview, vous pouvez nous présenter Val France? En deux mots, Val France, c'est une coopérative effectivement céréalière. Vous avez le nord de la France qui est plutôt nord bassin parisien et est bassin parisien. Okay. On est essentiellement en Seine-et-Marne et dans le sud de l'Oise. On représente 1300 sociétaires, 1300 agriculteurs propriétaires de la coopérative. Une coopérative agricole appartient à des agriculteurs. Oui, c'est ça. Une voix, un agriculteur. Un homme, une voix. Ouais. Exactement. C'est le principe qui a été établi. Donc 1300, 1400 sociétaires. On collecte annuellement, voilà, vous avez à l'écran notre zone géographique. On collecte annuellement à peu près 800 000 tonnes. 800 000 tonnes essentiellement du blé pour 500 000 tonnes. Après, il y a du maïs, il y a du colza, il y a du tournesol, il y a des orges, etc. D'accord. Voilà, c'est du grain essentiellement. Hein, donc voilà, nous sommes une coopérative essentiellement basée sur l'appro-collecte. Donc appro-vente de produits, vente de semences. On a une grosse activité semences avec une actualité forte puisqu'on vient de signer un gros partenariat avec un groupement qui s'appelle Actura sur les semences. Hein. Donc on a une nouvelle usine de semences qui vient de se créer à Senlis. Donc on veut être un acteur important des semences justement pour capter la valeur et puis pour le compte de nos agriculteurs. D'accord. Et dans cette optique justement de capter de la valeur, quels sont les investissements que vous réalisez aujourd'hui? Alors les investissements sont de différentes natures. Hein. Construction de nouveaux silos, quand on arrive à avoir des silos qui sont devenus trop obsolètes ou alors mal placés parce que les villes grandissant, il y a 30 ou 40 ans, nos silos étaient dans la nature. Aujourd'hui, nos silos, ils sont enchâssés dans les zones urbaines, pavillonnaires. Donc voilà, donc pour beaucoup sur certains de nos sites, on doit s'échapper de ces zones-là hein, parce que c'est compliqué et puis on a plus d'autorisation. Avec l'arrêté Voinet de fin des années 90, il y a beaucoup de silos qui ne peuvent plus être exploités parce que trop proches d'habitation. Et puis une grande partie aussi de nos investissements sont l'entretien des silos quand même, parce que nous, Val France, on a une coopérative modeste, on va dire. Hein, c'est-à-dire, vous faites combien de chiffre d'affaires à peu près? On fait 200, en rythme de croisière, on fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année dernière, un petit peu moins parce que les récoltes étaient moins bonnes, mais globalement, c'est 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est une grosse coopérative parmi les petites et une petite parmi les grosses. D'accord, ouais, 250 millions, c'est quand même assez intéressant. Effectivement, il y a des coopératives agricoles qui font 10 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, les grosses coopératives agricoles, alors en France ou à l'international. Hein, il y en a beaucoup au Danemark ou en Allemagne qui sont de très grosses coopératives. Mais voilà, donc nous, on a notre raison d'être. On est une coopérative de proximité, donc proximité de nos agriculteurs. Et on essaye d'être une coopérative de proximité vis-à-vis des clients, parce qu'on a la chance d'être en région parisienne. Et on croit beaucoup sur le locavore. Et enfin, c'est des tendances qui... Le locavore, qu'est-ce que c'est que le locavore, c'est manger... Le locavore, effectivement, c'est manger local. C'est consommer local, quoi. Le plus proche, et le bassin parisien, c'est quand même plus de 10 millions de consommateurs. Donc on a cette légitimité à essayer de développer ce genre de choses. Ok, très clair. Vous parlez de local, mais on reste quand même malgré tout dans un monde mondialisé, globalisé. Les coopératives agricoles réalisent 40% de la production agroalimentaire française et elles sont donc confrontées finalement à un vaste, un profond mouvement de concurrence. Du coup, dans cette optique, beaucoup de coopératives agricoles ont fait le choix de la concentration, de se rapprocher. On pense notamment, alors on en discutait hier, mais c'est la coopérative dauphinoise et Terre d'Alliance qu'ont créé Oxiane, qui reste le premier groupe coopératif agricole en Rhône-Alpes, donc c'est très important. Il n'y a pas que ce type de rapprochement qu'on peut déceler. Quand on regarde un petit peu l'actualité, on voit aussi que bon nombre de coopératives agricoles rachètent des entreprises en fait, en réalité. Du coup, des entreprises à capitaux privés. Est-ce que c'est une vision que pourrait ou que peut avoir Val France? Déjà, il faut avoir les moyens de pouvoir acheter une marque ou une entreprise, une marque et une entreprise. D'abord, la marque vaut beaucoup, hein, et après, derrière une marque, il y a des entreprises, il y a des usines, donc il faut une capacité de financement importante, chose qu'une coopérative comme Val France n'a pas. Voilà, il faut être de taille importante, mais après, tout se construit. Hein. Soit vous rachetez une marque, soit vous en créez une. Il y a des marques qui sont relativement récentes. Hein. On parlait, il y a des marques comme C'est qui le patron, par exemple, hein, qui est une marque qui est quand même relativement récente. Il y a 15 ans, on ne la connaissait pas. Oui, c'est ça.
Oui, pardon, je coupe, mais elle a 5-6 ans. Oui, c'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, les gens ont besoin de reconnaissance, les consommateurs ont besoin, et c'est une bonne chose, hein, de savoir d'où vient leur nourriture, de connaître quasiment l'agriculteur ou le producteur qui... alors, bon, il y a beaucoup de marketing autour de ça, mais on entend tellement de crises alimentaires au niveau mondial, hein, enfin, pas forcément en France, parce que je pense qu'on est... En France, on est ultra protégé. Nos règles, nos normes sont ultra protectrices pour le consommateur. Mais voilà, donc il y a un besoin déjà de capter la valeur. Et alors de capter la valeur, et ça passe peut-être par capter une marque. Et en l'occurrence, c'est Sodial qui a racheté Yoplait. Ouais. Et il y a deux objectifs finalement à ce rachat. C'est d'abord s'étendre sur la chaîne de valeur, acheter des usines, pouvoir fabriquer désormais le produit, proposer un produit fini, mais également acheter une marque en fait en réalité. Est-ce que selon vous, en tant que patron d'une coopérative, ça a du sens pour vous? Bah, ça a du sens dans le sens où quand vous captez, quand vous êtes propriétaire de la matière première initiale jusqu'au produit fini, c'est sûr que bah, là vous avez l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc la marge vous la captez. À la différence près, au bémol près, c'est qu'après, bah, une fois que vous avez la marque, vous pouvez avoir des marques comme Yoplait, comme Coca-Cola, comme bah, vous êtes après soumis au marché, on va dire du commerce de gros, hein, les grandes distributions, etc. Donc ça veut dire soumis au bon vouloir des centrales d'achat des grands distributeurs alimentaires, c'est ça? Bien sûr, on élude toujours la question, mais c'est évident. Hein. Aujourd'hui, ils ont un pouvoir qui est phénoménal. Si demain, tel ou tel groupe, pour telle ou telle raison financière, décide de ne plus mettre de Coca-Cola ou de Yoplait dans ses rayons pendant 6 mois, de mettre ces marques-là au purgatoire, ils peuvent le faire. Mais ils l'ont fait d'ailleurs. Mais bien sûr. Ils l'ont fait. Donc disposer d'une marque, c'est important parce que ça donne une visibilité exceptionnelle. Hein. Après, que Sodial puisse être le propriétaire de Yoplait, ça lui donne une visibilité sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc c'est monumental, mais ça ne suffit pas toujours. On parle de Sodial, on a parlé de C'est qui le patron. Est-ce que finalement la finalité, la prochaine étape pour les coopératives agricoles, et quelle que soit leur taille, et d'autant plus peut-être la vôtre qui, vous parlez de locavore, est très clairement positionnée sur du local. Est-ce que c'est pas la distribution finalement la prochaine étape? Est-ce qu'il ne faut pas se rapprocher? Vous êtes rapproché de négociants? Moi je vais vous prendre un exemple. C'est une première étape. Je vais vous prendre un exemple concret. J'ai un président qui est maraîcher dans l'Oise. Lors de la crise du Covid, donc tout le monde était confiné, télétravail, confinement, énormément de personnes sont venues acheter les produits directement à la ferme. Maîtrise du producteur, on sait d'où ça vient, on connaît, on connaît tout. Et donc les chiffres ont explosé. Sortie de Covid, dès lors que les entreprises, la vie normale a repris, alors qu'on pensait que c'était quelque chose qui allait être ancré quand même dans les gènes, dans les habitudes, hein, on a eu un retournement important. Donc les gains qu'il a pu faire en termes de captage de clientèle, c'est un exemple, c'est un petit exemple, mais c'est vérifié partout en France. En fait, en réalité, vous avez entièrement raison. Et après, voilà, le français fait comme ça. Hein. La résilience de l'être humain, en fait, en réalité, alors, est très au-delà du français, on va dire de l'être humain. Je suis d'accord. Mais après, les habitudes reprennent mais ça ne veut pas dire que le mouvement n'est pas continue en fait. Il est peut-être amoindri, peut-être que finalement, vous savez, après un choc d'une telle ampleur, le choc du Covid, la peur de mourir hein, par l'ensemble de tout, c'est vrai. Finalement, ça nous a ramené tous, hein, finalement, par la force des choses, à consommer au plus proche, à retourner vers nos habitudes sécurisantes en fait. Alors qu'encore une fois, le paradoxe de l'agriculture française, là on rentre dans les stratosphères, c'est qu'on a une agriculture certainement des plus saines au niveau mondial. On en parlait tout à l'heure, on a des contrôles, on a des normes, on a des règles qui sont... en France, on a toujours l'habitude de laver plus blanc que blanc. C'est drastique. Et quand on voit ce qu'on importe d'autres pays, notamment des pays... je prends un exemple concret, hein, les OGM. Interdiction des OGM en France. Plutôt les États-Unis, on est du côté de l'Amérique du... Toute Amérique, que ce soit du Nord-Canada jusqu'au sud de l'Amérique du Sud, on importe du soja OGM ou choses comme ça pour être transformé sur le territoire. Nous, on a une interdiction totale d'en produire. Donc, ne serait-ce que faire des tests ou autre, voilà, donc c'est toute l'ambiguïté du paradoxe de l'agriculture française, c'est que
on lave plus blanc que blanc, et c'est très bien pour le consommateur. Hein. On a des exigences, des normes qui sont, je pense qu'on a la nourriture la plus saine et la plus propre, alors je veux dire du monde, parce qu'on fait un peu de cocorico quand même, hein. Mais alors donc, pour répondre à ma question, est-ce que justement, avec ce que vous venez de dire, finalement, distribuer ces produits sa production pour une coopérative agricole, ça n'a pas encore plus de sens, puisque dans ces cas-là, le marché ne serait pas que local, mais il serait international même. Est-ce qu'il n'y a pas une boîte remplie d'or là, à vos pieds là? Ah bah donnez-moi l'appel, je creuse. Non mais il y a un mot. Est-ce que c'est le début de la grande distribution alimentaire qui freine? Ça, c'est une vaste question. Ouais. Il y a un mot qu'on n'a pas utilisé depuis le début de cette interview, c'est le mot de souveraineté alimentaire. Que le gouvernement souhaite mettre en place. Alors, qui dit souveraineté dit local. Bien sûr. C'est-à-dire, souveraineté, alors là on parle alimentaire, d'autonomie, on parle beaucoup des puces pour les voitures, là. Mais on avait une agriculture qui était une des plus puissantes au monde, avec les contraintes que l'on a sur, on va pas faire de politico agricole ici, mais les contraintes qui sont imposées à nos agriculteurs, hein, que ce soit sur la betterave, que ce soit sur tout type de céréales ou autres, font en sorte qu'on fragilise. C'est année après année, on fragilise un pan d'activité, l'agriculture, qui devrait être le socle d'une nation. Et ouais, c'est ça, c'est sûr. Mais oui, vous avez raison. On a une cassette d'or à nos pieds, mais malheureusement, cette cassette d'or, on y met de plus en plus de cadenas dessus, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile de l'atteindre. Mais en tout cas, elle est bien là. En tout cas, quoi qu'il arrive. La France a toujours été un pays agricole, a toujours été un pays forestier. Hein. On a quand même des forêts qui sont, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut savoir le cultiver. Il faut savoir le cultiver intelligemment, effectivement. Exactement. On va passer au prix des céréales. Vous disiez que l'année dernière, les rendements avaient été moyen, ouais. Du coup, l'impact sur votre chiffre d'affaires s'en est fait ressentir. Oui. 2022, l'envolée des prix des denrées alimentaires et notamment des denrées agricoles, c'est phénoménal, fantastique. J'imagine que votre chiffre d'affaires va s'en ressentir, du coup. Alors, est-ce que c'est si direct, en fait? Non, alors, j'aime pas trop parler de chiffre d'affaires pour une coopérative. Alors oui, pardon. Parce que je veux dire pourquoi. Une coopérative, la vocation d'une coopérative agricole, elle est propriété des paysans. Hein. Oui, bien sûr. La vocation d'une coopérative, c'est de vendre au mieux les productions de ces agriculteurs. Exactement. Et donc, c'est de rémunérer au mieux ces agriculteurs. Et d'ailleurs, pardon. Non, j'en prie. Non. Mais donc, on parle de produits d'exploitation. Alors, est-ce que vos produits d'exploitation vont être en hausse par rapport à ceux de 2021? Ils le seront. Ils le seront, c'est mathématique. Cette année, la récolte, alors dans l'agriculture, on n'aime jamais dire que les récoltes sont bonnes, parce que ce qui est vrai chez un agriculteur, chez son voisin qui a eu moins de chance en termes de climatologie, en termes de pluviométrie ou autre, sera un peu moins bonne, mais globalement, cette année, les récoltes sont bonnes en France. Hein. Sur certains produits, comme le colza, elles sont très très bonnes. Sur le blé, elles sont moyennes. Enfin, on a des bonnes productions sur la récolte qui viennent se terminer au mois de juillet. Avec des prix, comme vous l'avez dit, qui se sont envolés, hein, les flambées des prix du fait de la reprise de la croissance économique post-Covid, de la guerre en Ukraine. On dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est sûr qu'aujourd'hui, le prix du blé a été multiplié quasiment par 2 en l'espace d'un an. J'aurais tendance à dire tant mieux pour les agriculteurs, mais ce que je voulais quand même vous apporter comme précision, et qu'on n'entend pas suffisamment dans les journaux ou dans les médias, c'est que quand on dit que le prix du blé a doublé, on s'imagine que les agriculteurs, c'est le jackpot et ils vont tous être milliardaires. Et alors, c'est pas il faut pas oublier une chose, et là, c'est qu'on a, dans le même laps de temps, on a le prix des intrants, des engrais notamment, qui a plus que doublé, parfois triplé. Pour les tracteurs. Alors, l'énergie, tout, bien sûr. Ouais. Ce qui veut dire, c'est que quand vous faites bon an, mal an dans la balance, oui, plus de recettes du fait de la hausse du prix des matières premières, mais en contrepoids, la hausse des salaires, parce qu'il y a une inflation. Quand on parle de 6%, peut-être qu'à la fin de l'année, on sera à 10%. Donc, il faut augmenter le personnel. Enfin, voilà, on le lit dans les médias, c'est logique. La hausse des engrais,
fait que tout cumulé, quand vous mélangez tout ça, heureusement que les prix des céréales ont fortement monté, parce qu'autrement, toutes les exploitations françaises seraient dans le rouge, mais le rouge vif. C'est paradoxal quand même. Hein. On a un prix, mais quand vous regardez uniquement c'est un mouvement commun en fait. En réalité, c'est un mouvement commun. C'est un mouvement commun. Et encore une fois, pour produire bien, on doit mettre de l'engrais, de la matière organique sur le sol pour nourrir le sol, de manière à ce qu'il puisse donner le maximum de rendement. Les engrais, paradoxalement, ils viennent d'Europe de l'Est, ils viennent beaucoup de Russie, et ils sont très consommateurs dans leur fabrication de gaz. Donc avec un prix du gaz qui explose, comme on le connaît aujourd'hui, les engrais explosent. Et donc voilà, je voulais quand même le signaler parce je vous remercie de me laisser l'occasion de le dire, parce que c'est pas parce qu'un prix des céréales a explosé que tous les agriculteurs sont richissimes. Voilà. Il y a les charges à mettre en face ont elles aussi explosé. Est-ce que ça va être ma dernière question, est-ce que vous avez une visibilité sur l'évolution des prix des céréales ? Alors, dès qu'on nous pose une question comme celle-ci, si j'avais une boule de cristal, je serais plus... et vous non plus. Mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, j'aurais tendance à dire, tant que la guerre, malheureusement, en Ukraine sera là, avec un risque géopolitique énorme, il y aura des tensions. Et les marchés ont horreur les marchés financiers, parce que, quoi qu'il arrive, les marchés aujourd'hui, vous l'avez dit, le marché des céréales, c'est un marché global, c'est un marché financiarisé, parce que tout ce qui est arbitrage des matières premières se feront sur les marchés à terme, donc que ce soit les marchés à terme sur le blé, sur le maïs, voilà. Donc sur le soja, bien encore plus, bien sûr. Alors le gros des marchés à terme se passe à Chicago. On a quand même Euronext, on a quand même un petit marché à terme en France qui est important. Mais la boule de cristal, personne ne l'a. Qui aurait dit il y a 6 mois que la parité euro-dollar sera à 1 à nouveau. Donc quand vous savez que l'ensemble du marché mondial se traite en dollars, quand vous avez un euro à 1,20 ou un dollar qui est à la parité, c'est pas du tout les mêmes valorisations des matières premières pour nos agriculteurs français. C'est sûr. Si demain il y avait un risque nucléaire au niveau mondial ou au niveau, ne serait-ce qu'ukrainien, le prix du blé, il ferait peut-être 3 fois 3 fois 4 fois. Après, il n'y a pas de limite. C'est ça. Donc vous dire demain ce que sera le. En tout cas, le catalyseur, c'est la guerre. En tout cas, quoi qu'il arrive, malheureusement, si ça continue, le cours du blé devrait rester beaucoup plus important qu'il ne l'a été il y a 2 ans. Ok, très clair. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous et merci de donner un temps de parole aux coopératives françaises. Écoutez, ce temps de parole est très bien utilisé. Du coup, vous reviendrez quand vous voulez et avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Vitoz. Vous êtes directeur général de la coopérative agricole Val-France. On va marquer une rapide pause et on se retrouve tout de suite après avec Mathieu Driol et ses comos du jour. À tout de suite sur TV Finance.